Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 pendant 1 heure. Au sommaire ce soir, la folle journée de la grande distribution française et de Carrefour en particulier. Le titre termine en vedette avec une hausse de plus de 13%, autour des 17 € pour le titre Carrefour, après cette offre non engageante, amicale, soumise par le Canadien Couche-Tard, qui développe des réseaux de supérettes et de stations essence sur le continent américain, mais également en Europe et en Asie depuis quelques années. Couche-Tard qui, dans une lettre adressée au management de Carrefour, est prêt à offrir quasiment en cash en totalité jusqu'à 20 € par action à ce stade. Encore une fois, il s'agit d'une offre non engageante, de discussions préliminaires exploratoires qui ont donc été confirmées par les deux parties. On verra comment ce dossier évolue. En tout cas, le marché, sans acheter totalement l'idée de l'opération, puisque le cours de bourse de Carrefour n'est pas à 20 €, estime qu'il y a peut-être une négociation à mener. Le titre Carrefour, je vous le disais, a clôturé en hausse de plus de 13% ce soir. La situation politique aux États-Unis qui va évidemment doucement dériver vers la mise en place de l'administration Biden dans les prochains jours, le 20 janvier précisément, avec une prise de parole déjà du président élu très attendue demain, Joe Biden, qui doit détailler son programme de relance économique et sans doute les aspects immédiats de sa politique sanitaire pour succéder à l'ère Trump qui est en train d'être jugé entre guillemets à la Chambre des représentants en ce moment, avec un débat et des votes prévus sur une nouvelle procédure de destitution, d'impeachment à l'égard de Donald Trump. Voilà pour la situation politique américaine. On va débattre de ces sujets et des grandes questions de marché avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous permettra de nous intéresser au flux de marché et au flux ETF plus précisément. Le bilan de l'année 2020, les grands enseignements à travers les flux de l'industrie de la gestion passive. 2020 a été l'année de l'ESG, je peux vous le dire d'ores et déjà, et ça se reflète grandement à travers les flux de l'industrie ETF. On sera avec l'un des spécialistes de l'Ixor à 19h15 en direct pour en parler. Grande journée pour Carrefour, donc sur le marché parisien, avec un CAC 40 qui clôture en légère hausse ce soir. Le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir finalement pour l'indice parisien au terme d'une séance en dents de scie. Le CAC 40 qui gagne 0,21% à 5662 points. Les investisseurs qui sont restés pour la plupart aujourd'hui dans l'attente de l'ouverture de la saison des résultats et du discours de Joe Biden demain. Ces mêmes investisseurs invités à la prudence également face à la propagation de l'épidémie toujours qui pousse les gouvernements européens à envisager de nouvelles mesures de restriction. Si le Premier ministre français Jean Castex envisage d'étendre le couvre-feu à 18h à d'autres départements que ceux déjà concernés, Angela Merkel n'exclut pas de son côté un confinement prolongé au moins jusqu'à avril en Allemagne. Un contexte qui n'effraie pas plus que ça Christine Lagarde pour le moment. La présidente de la BCE a en effet déclaré lors de la conférence Reuters Next que l'objectif de croissance de 3,9% du PIB de la zone euro reste clairement plausible à la suite du recul de ce même PIB de 7,3% en 2020. Un rebond que Christine Lagarde conditionne tout de même à la levée des restrictions au plus tard à la fin mars dans la zone euro. La zone euro qui affiche d'ailleurs une production industrielle en progression au mois de novembre. Elle affiche une hausse de 2,5% sur un mois, soit largement plus que la progression de 0,2% attendue. Et aux États-Unis, la Chambre des représentants procédera dans les prochaines heures au vote d'une procédure d'impeachment à l'encontre de Donald Trump. La deuxième qui vise le président, emmenée par la majorité démocrate de la Chambre des représentants qui a adopté la résolution lundi. Le vote séduit de plus en plus d'élus républicains. Ils sont désormais 5 à avoir annoncé qu'ils joindraient leur voix à celle des démocrates, tandis que le New York Times annonce que Mitch McConnell lui-même, le leader républicain au Sénat, cette fois-ci ne serait pas opposé à la procédure.
Les démocrates avaient d'ailleurs approuvé une résolution cette nuit pour exhorter le vice-président à déclarer Donald Trump inapte et à le démettre de ses fonctions. Mais Mike Pence s'y est refusé. Et États-Unis toujours, l'indice des prix à la consommation, la statistique attendue aujourd'hui par les investisseurs, gagne 0,4% en mensuel au mois de décembre. Un chiffre en phase avec les attentes du marché, tandis que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans se réduit légèrement pour revenir au moment de la clôture du marché parisien vers les 1,1%. Côté valeur à présent sur la place de marché parisienne, Carrefour annonce avoir été approché par le groupe canadien Couche-Tard, spécialisé dans la gestion de supérettes, vendant aussi bien des produits d'épicerie que de l'essence. Les deux groupes en sont apparemment aux phases de discussion préliminaire en vue d'un rapprochement amical, même si Couche-Tard parle déjà de termes de transactions en discussion. Une opération qui pourrait se faire selon Bloomberg sous forme de fusion et qui a surpris la place de marché parisienne ce matin. Pour rappel, le groupe Couche-Tard a une capitalisation légèrement supérieure à 2 fois celle de Carrefour, qui se situe aux alentours de 12,7 milliards d'euros, donc la capitalisation de Carrefour. Le groupe Couche-Tard affiche également une rentabilité 2 fois supérieure, mais c'est Carrefour qui réalise le plus gros chiffre d'affaires. L'opération permettrait aux Canadiens de se rapprocher des centres-villes et de s'étendre encore plus à l'international. Et on finit avec l'agenda de ce soir. Tout d'abord, ce soir où les investisseurs prendront connaissance à 20h du livre beige de la Fed. Puis demain, ces mêmes investisseurs découvriront le discours de Joe Biden sur les contours de son plan de relance budgétaire. Les investisseurs découvriront également la saison des résultats qui s'ouvrira avec les performances financières du fonds BlackRock avant les bancaires vendredi. Et côté statistique, les investisseurs découvriront l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie, mais aussi l'évolution du PIB allemand en 2020. Ces mêmes investisseurs qui prendront également connaissance des minutes de la réunion de la BCE du 10 décembre dernier. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert nous accompagne ce soir, présidente de Constance Associés. Bonsoir et bienvenue Virginie. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Christophe Barrault, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Yves Maillot de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Yves. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de YAM Capital. Commençons avec le deal du jour. Bon, un deal qui en est un stade très préliminaire. Je ne sais même pas s'il y aura un deal entre Couche-Tard et Carrefour. On s'est réveillé ce matin en apprenant que Couche-Tard avait envoyé une lettre à Carrefour pour lui proposer une opération de fusion amicale avec un prix quand même qui a été précisé dans la journée, 20 € par action. Le titre Carrefour signe évidemment une des plus fortes hausses du jour à Paris, la plus forte hausse du CAC, plus 13%, mais reste quand même en deçà du cours de 20 € par action qui est l'offre proposée pour l'instant par le Canadien Couche-Tard. Que sait-on de ce Canadien Couche-Tard, Virginie? Je me tourne vers vous parce que vous connaissez très bien le marché américain, États-Unis, mais aussi le marché canadien. Vous n'avez pas de Couche-Tard, mais vous connaissez bien l'entreprise. Oui, parce que Couche-Tard, c'est une entreprise mythique, c'est une institution au Québec. C'est vraiment le Canada québécois. D'ailleurs, c'est le spécialiste de ce qu'ils appellent les dépanneurs. Donc, c'est un niche player, si je puis dire. C'est vraiment ce qu'on appelle aux États-Unis les convenience stores, ce qui est pratique. Donc, avec une identité au départ, effectivement, le magasin dans la station-service, avec beaucoup de produits, mais ensuite des magasins également dans le centre-ville, en plein cœur de Montréal, partout, et très étendu aussi donc, sur le sol américain, et connu dans le passé d'ailleurs aussi une présence internationale. Donc c'est un niche player, c'est une belle société, un bon niveau de rentabilité, une croissance. Évidemment, le marché marque son scepticisme sur l'opération, puisque entre deux, on ne sait pas trop, oui. Ça monte, Carrefour, mais ça ne va pas jusqu'à 20 €, quoi. Ça reste l'hypermarché, même s'il y a des tentatives, évidemment, de réduire, d'avoir des places de vente plus réduites. Donc, on s'interroge, on ne voit pas où peuvent être. En tous les cas, ce n'est pas une question de synergie. Donc, effectivement, venir sur le sol français, je reste sceptique, je ne sais pas quelle est l'idée derrière, à voir. Je connais mal la maison Carrefour, donc
À voir. En tous les cas, si ça devait se faire, j'espère que le nom Couche-Tard resterait et viendrait peut-être en France, parce que je trouve super. Vous aimez bien le côté québécois du nom Couche-Tard. Mais jusqu'à présent, Couche-Tard, c'est quoi? Vous diriez c'est une boîte de croissance, c'est une boîte beaucoup plus rentable que Carrefour. Qu'est-ce qui explique ça? Parce que c'est le maillage opportuniste. D'accord, opportuniste. Oui, et bien géré, de proximité. Et surtout, ce qu'ils ont bien géré, je pense, c'est à la fois les locations, justement, la location, l'emplacement, je cherche les mots, merci. Ouais. Et puis la gamme de produits qui est distribuée, parce qu'on trouve beaucoup plus de choses que nous dans le corner station essence qui nous dépanne. Oui. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus diversifié. Donc c'est ça qui est un peu surprenant, comment ils peuvent intégrer ou alors vraiment changer, ajouter un nouveau métier presque. J'allais dire si... ce serait pour eux une forme de diversification, vous dites. Même si on est dans la distribution, c'est quand même des métiers très différents entre ceux de Carrefour et ceux de Couche-Tard aujourd'hui. Ah oui, c'est deux entreprises différentes. Hein. Bon. On verra encore une fois comment ce dossier évolue, mais les portes sont ouvertes de part et d'autre, visiblement. C'est ce qu'on comprend de la communication et de Carrefour et de Couche-Tard. Yves, quand on réfléchit un petit peu à l'intérêt que Couche-Tard peut trouver à Carrefour, est-ce qu'on peut esquisser quelques éléments de réponse ? Effectivement, comme beaucoup de gens, je découvre Couche-Tard, en tout cas financièrement. Alors c'est intéressant parce que ça a été bien dit, c'est un niche player. Et c'est vrai qu'on ne peut que poser des questions aujourd'hui, parce qu'on voit mal la rationalité en termes de synergie, si ce n'est peut-être géographique au niveau mondial. Alors très complémentaires. Ils ne sont pas du tout sur les mêmes zones géographiques, a priori. Pas du tout, mais ils sont. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on est. C'est ce qu'a expliqué Virginie. On est sur des formats radicalement différents. Et là, on connaît Carrefour, on connaît son histoire, ses difficultés dans un monde un secteur de la distribution en pleine mutation. On a du mal à comprendre, si ce n'est. Alors, effectivement, l'effet prix est intéressant, mais enfin, Couche-Tard n'est pas une holding d'investissement, puisqu'on a en gros un chiffre d'affaires 2 fois plus faible. Avec une capitalisation 2 fois plus élevée et une rentabilité qui, je crois, était 4 à 5 fois supérieure que celle de Carrefour. Je rappelle, c'est à peu près 1% de marge nette quand tout va bien, Carrefour. C'est dans les grandes lignes. Donc, bon, alors peut-être l'effet prix, effectivement, c'est attractif. On est quand même, rappelons-nous, Carrefour devait valoir 3 fois et demi le prix d'aujourd'hui, il y a 20 ans. Mais on est sur un schéma radicalement différent. Alors, Couche-Tard a manifestement, du fait de sa niche aussi, peut-être pense à son futur. On est sur quand même la distribution de carburant, donc peut-être une étape de recherche de diversification. C'est une part majoritaire de leur chiffre d'affaires. Je crois que ça représente à peu près 70% du total. Donc peut-être il y a cette vision long terme. Et il y a peut-être, puisqu'on parlait de la localisation des positionnements des surfaces de Couche-Tard aussi, peut-être une logique derrière avec l'aspect foncier immobilier du groupe Carrefour. Peut-être. Mais pour le reste, on a du mal à vraiment comprendre. Donc c'est une histoire assez intéressante. Le fait qu'on a une OPA et quelque chose qui va un peu titiller un secteur qui a quand même pas mal souffert ces dernières années, c'est assez intéressant, je trouve. Justement, qu'est-ce que ça nous dit du secteur de la distribution et de la manière dont le marché regarde ou regardera demain peut-être ce secteur de la distribution? Alors, secteur déflationniste, c'est un secteur qui a été mal aimé en bourse au cours des 10 dernières années. Non, alors je vois Virginie, vous faites la moue. Non, pas forcément. Non. Parce que comme tout secteur, il y a les bons et les mauvais, quoi. Alors je suis un peu trop focus France peut-être. Carrefour et Casino. Moi je suis peut-être un peu trop focus US, mais c'est comme tout secteur, c'est un secteur qui a été disrupté évidemment avec les ventes en ligne et le marketing auprès des clients, l'adhésion. Et c'est clair que vous avez des distributeurs aux États-Unis qui l'ont très bien compris, qui ont investi. La difficulté, c'est de comprendre pour l'investisseur que de temps en temps, il faut qu'une entreprise investisse pour récolter après. Voilà. Et ça, ce qu'a su faire Walmart, parce qu'évidemment, ils avaient le compétiteur en face, Amazon. Alors, évidemment, quand vous avez le gros compétiteur qui vient vous chercher, peut-être que ça vous permet de réagir. Mais regardez Target, je sais que j'en ai déjà parlé de Target ici, bien sûr. Qui est une société qui s'est vraiment là réinventée et qui a profité certes de la pandémie, mais surtout qui a récolté les fruits de son changement de stratégie, tant sur le positionnement produit que les ventes en ligne.
Et ça me semble être très très important et qui performe très bien. Donc et c'est il y a des pas efforts juste qu'on un ne effet. retrouve pas chez nos acteurs français, Je les connais moins bien, mais Casino. il ne me semble pas que Carrefour ait su prendre à un moment donné le virage de la vente en ligne et d'aller chercher de l'adhésion chez ses consommateurs. Moi, je l'ai vécu, donc je vois, ils n'ont pas su investir. Et on est plutôt, quand j'entends Carrefour, quand je regarde de temps en temps, dans une politique ces dernières années de cost-cutting, de restructuration, qui est peut-être nécessaire, mais parce qu'ils sont arrivés peut-être trop tard aussi dans la transformation. Donc, il y a eu là un raté. Visiblement. Qu'est-ce qui a pénalisé la révolution de nos distributeurs français, selon vous, Yves ? Non, mais il y a deux phases très importantes ces dernières années. Effectivement, il y a eu un basculement, au moins partiel, vers ce qu'on appelait le multicanal. Et donc une nécessité de s'adapter à cette nouvelle donne, ce qu'a su faire excellemment bien le groupe Walmart, et que n'ont pas su faire les Français, en particulier Carrefour. Donc ça, c'est le premier point. Et puis plus récemment, on a vu... Il y avait l'aiguillon Amazon aux États-Unis qui a sans doute peut-être bousculé aussi plus vite les acteurs traditionnels de la distribution. Assez vite en France. Je vous rappelle qu'en Europe, Amazon, la France, ça a été son marché prioritaire. Non, je crois que les Français sont assis sur une rente, une innovation dans le secteur de la distribution, mais qui remonte à plusieurs décennies maintenant, sur lequel on vivait très bien jusqu'à il y a un passé pas si lointain. Et puis, ce basculement n'a pas été fait. Puis la deuxième étape importante, là, les plus récentes, c'est le boost donné à l'e-commerce par la crise sanitaire. Effectivement, cette accélération, là aussi, dans un nouveau mode de distribution. Mais là, dans l'histoire d'aujourd'hui, on est finalement loin de cet aspect e-commerce, je pense. Donc, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, tout ça pour dire, c'est que Carrefour a entamé un nouveau plan stratégique, un repositionnement. Bon, là, c'est quelque chose qui peut avec une image qui avait peut-être été qui a pu être un peu réhabilitée à travers cette crise pandémique. On peut le dire comme ça. C'est des groupes qui ont quand même montré une forme de solidarité, qui ont plutôt bien réagi, qui ont été présents quand il le fallait, en première ligne, diraient les politiques. C'est vrai, mais il faut peut-être un peu plus de temps pour reforger une image. Et je pense qu'il y a encore, il me semble, en France, sur le continent européen, pas mal de défiance encore vis-à-vis de la grande distribution, me semble-t-il. Mais effectivement, l'image a commencé à un petit peu être restaurée. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit du cycle M&A, peut-être, fusion-acquisition, merger and acquisition, qu'on peut attendre pour 2021 ? Est-ce que tout est possible ? Beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'argent. On peut actionner le levier. On peut facilement gagner de l'effet taille. D'ailleurs, le groupe québécois dont on vient de parler a l'habitude depuis des années, manifestement, de procéder par croissance externe. Donc voilà, c'est quelque chose qui aussi permet de grossir dans son segment. Et puis, c'est quelque chose qui peut éventuellement, dans les secteurs difficiles, permettre de combattre les effets déflationnistes. Donc tout ça sont des conditions qui sont réunies depuis longtemps et qui caractérisent le pourquoi les opérations de fusion-acquisition se sont quand même bien tenues depuis quelques années. Et là, je dirais qu'il y a encore plus tous ces ingrédients alors, bon, là, on parle de groupes d'une taille relativement importante. Dans le domaine des petites et moyennes valeurs en Europe, il y a déjà beaucoup d'histoires. Donc, c'est vrai que c'est un thème, comme ça l'a été l'an passé, du reste, malgré la crise. Oui, absolument. Le thème des opérations sur capital. Même, j'allais dire presque aussi, suite à la crise, parce que vous avez les sociétés qui en sortent grandies et d'autres qui en sortent affaiblies. Donc forcément, il y aura un cycle de consolidation. Ouais. Bon, un mot peut-être sur le cycle M&A. Alors, avec votre point de vue macro, Christophe Barrault, je me tourne vers vous. Mais est-ce qu'effectivement, dans ces moments de sortie de crise, de nouveau cycle, nouvelle décennie également, est-ce qu'on a tous les ingrédients là pour avoir un peu de rationalisation peut-être dans certains secteurs industriels qui sont en difficulté aujourd'hui, et puis des opérations très offensives de la part de géants qui ont des tailles planétaires aujourd'hui? Comment vous appréhendez cette histoire? On est dans un environnement qui va rester propice, puisqu'on est sur des taux d'intérêt, du moins à court terme, qui vont rester très bas, sur des politiques monétaires ultra accommodantes, que ce soit États-Unis, Europe, Japon. Donc on est dans une phase où je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'opérations et surtout les gens qui sortent affaiblis de la crise, qui vont être potentiellement des targets à très court terme.
les entreprises, parce qu'on parle beaucoup de l'épargne des ménages, mais d'une certaine manière, la trésorerie des entreprises est aussi importante. Elles vont retrouver très vite de la visibilité, suffisamment en tout cas pour mener ce genre d'opération, parce que quand on ne sait pas à 1, 2, 3 mois de quoi l'avenir va être fait, c'est compliqué d'engager quand même un groupe dans des opérations très structurantes. Encore une fois, là, c'est pareil. C'est qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Et on voit que les gagnants s'en sortent plutôt très bien, ont beaucoup de cash. Il va y avoir un arbitrage à faire, à mon avis, entre potentiellement encore des rachats d'actions et montrer une conviction dans ses propres titres ou pas. Ça peut être intéressant pendant la prochaine période de résultats qui démarre donc, dans les prochains jours. Après, je pense que il va y avoir plein d'histoires plutôt sectorielles. Et ce qui va être intéressant, c'est surtout les secteurs mis sous pression, typiquement l'hôtellerie. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Est-ce qu'il y a une conviction de certains groupes à repartir, par exemple, dès le T2 dans un environnement où on espère que le vaccin aura des effets, ou est-ce que ce sera mis un petit peu de côté? Mais à mon avis, sortie de crise, en tout cas, il y aura encore plus de gagnants. Enfin, les gagnants vont, à mon avis, gagner encore plus, et les perdants vont peut-être arriver en difficulté, et il y aura de plus en plus d'opérations sur ces personnes-là. Parce que le levier est pas cher, et qu'on reste sur une phase où il peut y avoir de plus en plus de croissance externe dans certains secteurs, typiquement, dont ceux dont on a parlé. Donc à mon avis, ça va être une année où il y aura beaucoup de M&A encore. Bon, voilà l'histoire M&A, l'histoire fusion-acquisition du jour autour de Carrefour, histoire qui ne fait peut-être que commencer. On suivra ce dossier ensemble sur Bismart et dans Smart Bourse. J'en viens aux États-Unis et aux questions politiques. Déjà, pour commencer avec vous, Christophe Barrot, quel signal politique attendent les investisseurs au moment où la Chambre des représentants est en train de débattre et de voter sur une nouvelle destitution à l'encontre de Donald Trump, et alors que Joe Biden doit prendre la parole demain? Je pense que sur la partie Trump, on est déjà passé à l'après. C'est plus un effet signal. Il faudrait quand même regarder qu'il n'y ait pas de tension sociale, parce que si derrière Donald Trump, on a pu voir ce que ça fait quand il n'est pas content. Donc ça, il faut quand même regarder, avoir un œil là-dessus. Mais c'est plus la tension sociale à court terme que vraiment un impact, je pense, sur la sphère financière et économique. Maintenant, le speech de Joe Biden est très attendu, je pense, sur plusieurs niveaux. Le premier va être sanitaire quand même, parce qu'on est dans un flou maintenant depuis plusieurs semaines. Si on prend les dernières statistiques, nombre record de morts hier. On est sur 130 000 personnes hospitalisées, on est sur des courbes qui repartent à la hausse. Donc il y a un vrai questionnement, parce que jusqu'ici, Trump portait le chapeau sur une politique vraiment assumée, donc de laisser couler et de déléguer à certains États. Maintenant, Joe Biden, le discours était différent. Donc c'était, je veux intervenir, je veux potentiellement appliquer des restrictions et je veux juguler la pandémie. Donc ça veut dire des restrictions ou au minimum des consignes au niveau fédéral. Il a des vrais leviers d'action au niveau fédéral sur ces questions-là ? Clairement, il peut faire aussi pression sur les États qui sont démocrates en les poussant à appliquer plus de restrictions. Et puis après, au niveau de tout ce qui est distribution de l'argent, il peut avoir des leviers. Bien sûr. Après, c'est à lui de choisir un peu l'orientation de sa politique. Et surtout que si on essaye en restant sur le point de vue sanitaire, de se projeter un petit peu, on voit ce qui se passe dans les autres pays aujourd'hui. On peut avoir des questions sur les variantes. Il y a aussi un contexte, c'est généralement tout ce qui est virus respiratoire. Le pire, c'est au moment de l'hiver. On vient à peine de rentrer dedans. Donc on peut se dire qu'on va être sur une problématique sanitaire qui va devoir traiter. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est la priorité immédiate. Je pense. C'est le flou. Pour le coup. Sur le plan économique, on sait déjà ce qu'il compte mettre. La question, c'est sous quelles conditions, comment, pourquoi. Donc il y a potentiellement un nouveau chèque aux ménages. Ouais. Parce que derrière, il y a aussi cette logique un peu sociale. Son discours, c'était réduire les inégalités. Donc un chèque, c'est transitoire, etc. Donc il faudrait aussi voir sur un plan social, c'est quoi le plan à long terme. Parce que c'est bien beau de parler de ça, mais dans les faits, concrètement, ça peut être intéressant de regarder. Et surtout, il a parlé d'un plan à plusieurs trillions. Donc, oui. Sur le papier, c'est beau, mais dans les faits, c'est pas avec 50 personnes au Sénat qu'on passe des packages comme ça. Donc, est-ce qu'il y a un calendrier ? Un séquençage ? Est-ce que c'est imminent ? Est-ce que c'est pour 2022 aux élections de mi-mandat ? Et l'autre question aussi, je pense, un petit peu technique, c'est, il avait promis d'accroître la fiscalité sur les plus riches. Oui. Volet encore une fois social, et d'augmenter la fiscalité sur les entreprises. Oui.
Sur les entreprises, je pense que ce n'est pas le moment et ce ne serait pas forcément cohérent. Et puis dans les faits, avec uniquement 50 sénateurs, ça ne marchera pas. Donc ça, voilà. Maintenant, des choses... Donc le marché a plutôt raison d'écarter cette idée d'une remontée de la fiscalité corporate, j'entends, pour les entreprises. Que ce soit tout de suite, en tout cas. Tout de suite, ça paraîtrait pas cohérent vu la situation. Ouais. Parce que si on regarde les derniers chiffres, on est quand même sur une phase de ralentissement, voire de légère contraction selon les secteurs. Et puis sur l'effet signal aussi envoyé. Donc, je pense que voilà, son objectif c'était de le remonter. Ça peut être aussi une remontée progressive. Donc ça, je pense que voilà, c'est des éléments qui peuvent être beaucoup plus importants pour le marché et sur les valorisations sur lesquelles il faudra insister. Maintenant, c'est plus le côté opérationnel. Est-ce qu'il y a un calendrier ? Il peut y avoir d'autres questions, je ne vais pas toutes les prendre, mais sur l'énergie, parce que la question des priorités. Dans quel ordre on prend les choses ? Est-ce qu'il y a une séquence économique avec toujours le soutien, la relance en priorité, et puis la question du rééquilibrage social peut-être plus tard ? Enfin, aujourd'hui, comment est-ce que tout ça va se mettre en musique, quoi ? C'est ça. Et puis c'est plus facile aujourd'hui de créer une sorte de relais entre maintenant et dans 3 mois, alors qu'on sait que il y a un vaccin, il faut le mettre en place, donc on peut dépenser plus. Il faut voir comment il justifie et quelle est l'échéance en fait des dépenses. Qu'est-ce que vous attendez ? Quel est le signal que vous attendez de la part de Joe Biden là, dans les premières priorités qu'il va détailler demain, Virginie ? J'attends pas grand-chose, moi, personnellement. Mais parce que en général, mais le marché attend toujours. Et effectivement, le marché s'est emballé. Là, on l'a bien vu, parce que ça y est, c'est le plan de relance, l'infrastructure. Je suis le marché américain depuis très longtemps. Et à chaque élection, il y a les mêmes histoires qui ressortent et finalement on s'aperçoit qu'il ne se passe rien. Et quand vous roulez aux États-Unis, les routes sont toujours en très mauvais état et le Medicare est toujours pas réformé. Donc voilà, je pense qu'il y a un sujet. Il ne faut pas oublier que la politique aux États-Unis, c'est quand même un business aussi, que déjà on va se projeter que les démocrates vont arriver au Congrès, que déjà on va penser aux élections du mid-term, parce que ça vient très vite, c'est 2 ans, et donc oui, bien sûr qu'on attend ce discours de cerner un peu plus. Christophe, mais sur la gestion de crise, parce que là c'est la vraie priorité. C'est la priorité. D'accord. Moi j'ai même pensé à un moment donné qu'il serait capable, je ne sais pas s'il peut le faire, d'annoncer effectivement une restriction fédérale, puisque jusqu'à maintenant, alors c'est peut-être ça, parce qu'il a tellement décrié entre guillemets, ce qu'il considérait comme être le laxisme de Trump face à la pandémie. Donc voir s'il y a effectivement quelque chose, d'ailleurs, ce qui serait un signal de fermeté, de reprise en main. Je suis là, ça y est, nous y sommes. Donc voilà, après, évidemment, le vrai sujet, l'autre sujet, c'est le plan de relance. Comment ? Pourquoi ? Sur quoi ? Là aussi, je trouve que le marché s'est un peu emballé. Tout ce qui est green energy, on voit là où, pour moi, il y a une bulle là-dessus. Faut arrêter de penser que tout va se déverser, qu'on va plus faire d'énergie fossile, qu'on va faire que l'énergie verte et que voilà, c'est incohérent. Donc non, les choses vont se mettre en place tranquillement. Bon, on verra ce qu'il annonce demain. Bon. On reviendra au marché, oui, j'ai entendu le mot bulle, c'est allé trop vite, trop fort, en tout cas pour une partie du marché, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais allons-y peut-être directement avec vous, Yves, si vous avez des éléments complémentaires à ajouter là, sur la situation politique à Washington, ce que le marché peut en attendre, qu'est-ce qui peut être pertinent pour les investisseurs, et puis le marché en ce début d'année, la première semaine a été très positive, on sent un peu plus de prudence, de questionnement sur le calendrier des vaccins, le rythme, l'ampleur de la reprise, tout ce qu'on a escompté en fin d'année avec beaucoup d'espoir et d'allégresse. Non, mais vous savez, Grégoire, je pense qu'il faut bien distinguer 2 choses. Et effectivement, les sujets de fond, et on va attendre le discours de Biden demain, voir effectivement s'il prend en main véritablement le problème sanitaire. Bon, on connaît les grands thèmes du budget de relance qui est initialement concocté sur la transition énergétique, puisqu'il s'inscrit, lui et les démocrates, là-dedans, l'éducation, le salaire minimum, etc. Il y a tous ces sujets. Le marché, c'est autre chose, en fait. En tout cas, moi, ce que j'en pense, j'adhère beaucoup à ce qui vient d'être dit. Non, le marché, souvenons-nous, il y a 4 ans, Trump a été vu comme un épouvantail. C'était la catastrophe, oui. Pas à tort, d'ailleurs. Ça a duré quelques heures. Ça nous a fait exploser à
à la hausse le marché. Oui. Et il y a quelques mois, on se disait peut-être va-t-il être élu. On disait que la vague bleue, c'était le pire. Et puis on s'est attendu à la vague bleue. Une vague bleue qu'on n'a pas eue. Et finalement, il y a quand même tout ça pour dire. Alors laissons la politique de côté. Le marché s'en fout. Mais très bien. Tout ça, mais laissons la politique de côté. Le marché monte. Voilà. Le marché est toujours là, porté par les espoirs de fin d'année autour des vaccins, autour des programmes de soutien budgétaire, monétaire. Ça reste les déterminants là qui guident les marchés aujourd'hui. On inonde le marché, on porte avec des politiques monétaires ultra accommodantes. Je sais bien que c'est roboratif, mais c'est quand même le fond, le vrai fond de l'inflation, du prix des actifs en général et de la bourse en particulier. Ouais. Et en particulier dans la bourse, des boîtes qui ont vraiment de l'avenir, de la croissance et de la rentabilité. Donc là, on a des vrais effets de compensation de ce que certains appellent le débasage, le débasement. Mais tout ça porte le prix des actifs et le prix de la bourse américaine, quand même jusqu'à aujourd'hui, la plus dynamique. Bon, on pourrait parler de la Chine d'ailleurs, qui est un autre sujet intéressant. Mais donc, dans ces grandes lignes, c'est ça. Maintenant, on a été quand même très vite ces derniers mois et très vite sur certains compartiments. Donc, même si on a du fuel dans le marché avec ces politiques, il y a quand même des moments, il y a une physique dans les marchés, et il y a un moment donné où les prix doivent se calmer, voire corriger. On a quand même un segment technologique, des GAFAM, des Tesla, qui sont allés très vite, très loin. Donc si ça doit corriger, c'est plutôt sur cette partie-là du marché, à vous entendre, Yves. J'aurais plutôt tendance à le croire, même si on se projette un peu plus loin, il n'est pas du tout dit que ce ne soit pas non plus les chevaux qu'il faille continuer à jouer à l'avenir. Encore une fois, là, il y a d'autres thématiques derrière tout ça. C'est pas la fin de partie pour les GAFAM ou les GAFTAM, même comme on les appelle maintenant, en rajoutant le T de Tesla. Il y a beaucoup de nouveaux combats dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'on a traditionnellement des blocs qui s'affrontent, États-Unis, Chine, Europe, dans une moindre mesure, mais on a aussi à l'intérieur de pays comme les États-Unis en Europe, mais aux États-Unis, des géants privés qui commencent à créer des vrais problèmes aux autorités. On parle du sujet des GAFAM, des réseaux sociaux. On a, avec un environnement différent, les mêmes enjeux en Chine, les histoires Alibaba. Donc tout ça est aussi quelque chose qui va probablement être un des éléments les plus importants dans les mois à venir sur le marché actions US, à mon avis. Virginie, quand on travaille sur le marché américain comme vous, déjà, est-ce que votre portefeuille américain a beaucoup tourné ou beaucoup changé ces derniers mois ? Est-ce que vous avez fait beaucoup de changements ? Et qu'est-ce qui vous donne envie d'investir là ? Sur quoi vous avez envie peut-être d'initier de nouveaux investissements, de nouvelles positions pour vos clients ? Les nouvelles idées là qui peuvent apparaître dans des idées qui sont longues. Donc toujours les dossiers, j'y travaille parce que je me dis j'ai envie de les avoir sur 5 ans. Donc ma première question, c'est est-ce que la société sera encore là dans 5 ans ? Donc ce que vous aviez avant la pandémie, vous ne l'avez pas lâché ? Non. Après, effectivement, en fonction de l'évolution de l'environnement, on ajuste. Voilà, tactiquement. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est que, pour parler des 6 derniers mois, ce qui était généreusement valorisé par le marché, on a écrété, parce que ça fait partie de la gestion de gérer le risque au quotidien, pour le coup, vraiment à court terme. Donc, on a pris des profits et tranquillement, on est rentré et on continue de rentrer dans ce que j'appelle la cyclique de qualité. Moi, je ne sais pas. Mais c'est une rotation importante au regard de l'historique de votre porteuil, de votre gestion. Ces derniers mois ont été un moment de rotation important. Oui, probablement que ça doit représenter un 20% du portefeuille. Voilà, mais on porte toujours nos convictions long terme, mais on ajuste, et c'est vrai que pour nous, de remettre de la cyclique de qualité, ce qui nous a permis d'ailleurs de très bien résister dans la période de rotation sectorielle au sein des marchés, qui à mon avis a été quand même violente, et où il y a des anomalies. Moi, je me mets de l'autre côté. C'est que là, j'attends, et de toute façon, le mois avant, les 4 semaines avant les publications de résultats, le marché, c'est toujours un peu n'importe quoi. Parce que, et moi, je regarde une seule chose, le juge de paix, dans mon histoire, c'est la qualité des résultats. Et souvent, ça permet de remettre un peu de bon sens et du fondamental dans le marché. Donc là, on va voir ce que ça dit, parce que moi, je veux bien, si vous voulez, qu'il y ait des valeurs qui aient pris, et je regardais les petites valeurs, alors ce que l'on appelle les petites valeurs aux États-Unis, bon d'accord, mais les petites valeurs sur les 3 derniers mois, elles ont progressé 2 fois plus que le S&P. Bon, très bien, pourquoi pas. Mais dedans, je ne pense pas que tout. Et c'est ça qui vous fait dire que ça va trop vite, trop fort. Bien sûr. Sur le Russell 2000. Mais il faut de la différenciation. Il y en aura qui, cette progression sera probablement justifiée, et puis d'autres, ça sera, on se dira, oula, l'atterrissage est rude. Voilà.
Donc, le juge de paix, donc ouf, ça y est, on rentre dans la période de résultat, on va enfin pouvoir, parce que je vous rappelle que ce résultat, on attend effectivement pour la partie croissance, évidemment de la croissance sur les bénéfices par action et sur le chiffre d'affaires. Sur tout ce qui est considéré comme value dans le S&P, on est en décroissance, et encore notable sur ce trimestre. Donc, évidemment, avec une amélioration, mais quand même. Donc, attention à l'atterrissage. Dans vos nouvelles idées, il y a quoi? Un exemple dans les nouvelles idées, j'entends, si c'est pour me dire Apple. Ah bah non, ça c'est... Non, mais c'est pour ça, je parle vraiment des nouvelles idées du moment. On était revenu sur Starbucks, on était revenu sur Booking, on était revenu sur des sociétés qui avaient... on avait renforcé Nike, on est revenu sur ce que j'appelle la cyclique de qualité. Donc pas mal de consommation discrétionnaire. Ouais. On avait... initié Donc le thème Target, de l'ouverture avec la consommation. Beaucoup de consommation discrétionnaire. Oui. Et un peu de... On avait renforcé nos Air Canada, des sociétés plus cycliques, au CAE, au Canada. On aime bien travailler sur le Canada. Voilà. On parle de la liquidité des flux de marché, effectivement, et Yves notait le point sur, on inonde le marché de liquidité, donc il y a cette obligation d'investir d'une certaine manière. On notera quand même que depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis à peine une dizaine de jours, il y a un débat intense visiblement au sein de la Fed sur faut-il déjà envisager de commencer à réduire le rythme des achats. Certains disent que peut-être oui, en fin d'année, on aura atteint les objectifs qui permettront de réduire le rythme des achats. Je rappelle, 120 milliards de dollars par mois. Ceux qui disent oula, n'y pensez pas avant même 2022. Je note que personne n'évoque l'idée qu'on puisse augmenter le rythme des achats mensuels. Mais le débat est déjà intense alors que l'année a à peine commencé. Ce qui est marrant sur le rythme de réduction des achats, c'était ressorti dans les minutes, pas celle de décembre, mais c'était sorti sur celle d'avant déjà. Il avait commencé déjà à avoir des commentaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas ajuster à un moment ou à un autre? Et surtout, en fait, comment on va l'annoncer? À partir de quand on parle de l'ajustement? Donc, je sais que sa dernière conf, Powell a dit, parce qu'on a tous en tête 2013, c'est ça, le taper tantrum, c'était Ben Bernanke qui avait annoncé en mai qu'on allait commencer à réduire le rythme des achats et le marché avait fait une espèce de crise de panique, crise de stress. Et Powell disait à la dernière réunion, vous inquiétez pas, on vous donnera le signal très très en avance. Je m'étais dit, bon, mais ça change rien au problème, quoi. Après, je pense qu'il y aura le débat à partir du moment où on aura une certitude sur le vaccin, parce qu'il y a encore un flottement aujourd'hui sur est-ce que ça couvre bien toutes les variantes du virus, etc. À partir du moment où on sera à peu près sûr là-dessus, tout le monde pourra projeter, et je dirais se projeter sur l'année avec une distribution des risques qui sera peut-être plus orientée à la hausse cette fois-ci, et donc un retournement concret. Et avec des chiffres au T2 où on aura un rebond de l'inflation qui sera d'accord, peut-être de court terme, peut-être retour de la pandémie, ça c'est un premier point. Par contre, il y a un sujet qui est, à mon avis, beaucoup plus long terme, qui est le marché immobilier américain, et où on aura des progressions de plus de 10% en rythme annuel, à mon avis, dès le T1. Des prix. Ouais. Donc il y aura un vrai questionnement, plus on a des situations, on a évoqué le prix de certains actifs, qui sont quand même déjà délirantes. Il y a des signaux de bulles sur certaines valeurs, sur certains segments ou des réactions journalières. Je ne vais pas forcément prendre d'exemple, mais on sent qu'il y a quand même un phénomène un peu de surévaluation. Quelque part. Il y a des idées de surchauffe ici et là. On est, juste pour rappeler une statistique sur le bilan des banques centrales du G7 depuis février, donc de l'année dernière à décembre, sur 9 trillions de dollars d'augmentation. Que sur le G7, il y a les autres banques centrales par-dessus. Donc, à mon avis, il va y avoir... On parle d'un ralentissement des achats. On ne parle pas d'un arrêt, d'une stabilisation. Donc, pour moi, ce débat, il doit avoir lieu au T2 et une application deuxième partie de l'année. Ça me semble plus vous ou le voyez moins... venir plus vite que ce que le marché imagine, alors. Après, le marché... La Fed va réduire ses achats plus tôt que ce qu'on imagine aujourd'hui. Après, plutôt, ça va être quoi? Un trimestre ou quelque chose comme ça, ou peut-être 2 trimestres. Mais dans les faits, il y a... Déjà, on voit bien une distinction entre les pour et les contre. On a vu hier, donc je crois que c'est Bullard qui était plutôt contre, d'autres qui en discutaient tout de suite. Donc le juge de paix, ça va être à mon avis les chiffres sur l'inflation et ce qui peut se passer aussi sur les marchés. Parce que si les marchés continuent de progresser largement, on sait que d'autres banques centrales vont rester ultra accommodantes. Parce que je pense que la Fed, c'est une chose, mais il y a toutes les autres autour qui peuvent être encore plus accommodantes plus longtemps. Parce que les États-Unis
Aujourd'hui, on a une La politique. Fed, ça envoie un sacré signal quand même. La Fed envoie un signal, mais c'est peut-être plus facile pour la Fed de dire je ralentis au moment où tout le monde injecte aussi. Et donc vous dites, ce moment-là, difficile à passer, ça peut se faire, on peut imaginer que ça puisse se faire sans trop de secousses, ou ça reste forcément un moment violent pour les marchés Alors, à partir du moment où on leur dit qu'on va injecter un peu moins, l'idée n'étant pas de couper complètement le robinet, bien sûr. C'est vrai qu'il peut y avoir de la volatilité donc sur l'inflexion de en fait sur la dérivée seconde. Ouais. Mais on reste quand même dans une phase où il va y avoir des rachats un peu partout et aussi où il y a une croissance mondiale. S'ils le font, c'est qu'ils sont sûrs que sur la croissance mondiale, on aura quelque chose qui sera Ils le feront pour de bonnes raisons. Potentiellement 5,5, allez, on va dire aux alentours de 5,5 cette année et un gros chiffre l'année prochaine. Ce qui voudra aussi dire qu'on aura comblé le trou au niveau mondial de la pandémie dès la deuxième partie de l'année. Ouais. Donc globalement, ils ne le font pas pour des raisons de bulle, mais ils le font aussi parce que les fondamentaux économiques sont censés être là. Puis après, ça va dépendre du programme de Biden. Il ne faut pas oublier que là, bien on sûr. a un package en plus. Si on en a un c'est second, multifactoriel tout ça. un autre supplémentaire, il y a Bon, je sens que ça va être le débat de l'année 2021, effectivement. Hein. Ouais, et ça a commencé très très fort de ce point de vue-là. Je ne sais pas, ça nous amène peut-être à dire un mot des taux longs américains. On a vu quasiment un 15, un 20 sur le 10 ans américain. Ça se détend aujourd'hui. Pour une gérante action, est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est un bon niveau? Est-ce qu'on peut accepter plus Oui, il faudra qu'on accepte plus. Et c'est souhaitable d'ailleurs. Ça voudra dire qu'on sort au-delà de tous ces signaux qui peuvent déstabiliser le marché parce que ça fait jamais plaisir. Mais finalement, c'est pour revenir sur une situation qui, quand même, commence peut-être un peu à s'assainir parce qu'il faut considérer les choses. Mais ça va être bumpy, c'est clair. Ça veut dire que pour certaines valeurs, ce sera douloureux. Ah oui, absolument. Oui, tout à fait. Et le marché obligataire également. Parce que, des valeurs certain. Qui ont été un peu passagers clandestins, de la croissance, avec avant tout la baisse des taux, la baisse des rendements, c'est ça? Oui, absolument. Et il faut remettre un petit peu de cohérence. Pour moi, c'est tous les niveaux de cohérence. Et il faudra voir également un impact sur le dollar. Parce que souvenez-vous, il y a quelque temps, tout le monde disait le dollar, ça y est, l'euro-dollar part à 1,30. Oui. Le dollar c'est fini. Bon, c'est la il fin se du dollar. Parce qu'on commence à se dire, tiens, inflation, repentification de la courbe, etc. Donc il faut raison garder. Ouais. On verra effectivement ce qui se passe sur le dollar, les taux, la Fed, ce sont les grands sujets de cette année 2021. Yves, je voulais terminer avec vous et le Bitcoin, évidemment. Alors peut-être en lien déjà avec ce qui a été dit, mais quel est le signal que nous a envoyé le Bitcoin en montant jusqu'à 41 000 $ ou même peut-être au-delà? 42 000, allons-y, 42 000 la semaine dernière. Au moment où BlackRock nous disait qu'il était en train de recruter son monsieur ou sa madame Bitcoin, BlackRock c'est le plus gros gérant d'actifs au monde, le leader mondial de la gestion passive notamment, et puis depuis quand même le Bitcoin a reperdu plus de 20% je crois. Il a reperdu, ces 2-3 derniers jours. Après une hausse, je vous rappelle qu'il a progressé, il a multiplié par 4 l'an passé. Donc on est à la proportion de... Et même c'est juste une pause ou c'est déjà un top de marché qui a été atteint là? Il y a plusieurs scénarios possibles au jour d'aujourd'hui. Il y a quand même, il faut bien voir qu'on a évoqué l'inflation des actifs. Il y a une inflation toute particulière sur des actifs à offre limitée. Alors on parle des métaux précieux, ça peut être aussi les objets d'art, les œuvres uniques, on est là sur des choses. Bitcoin a été créé pour un certain nombre de raisons, mais aussi avec une logique de rareté. Alors beaucoup en parlent maintenant. J'entends aussi beaucoup de bêtises sur le sujet. À mon sens, on ne parle pas assez de la révolution organisationnelle qu'apporte la blockchain, qui est le support technologique de Bitcoin, mais qui est une vraie proposition de valeur nouvelle. Ça, on n'en parle pas. Mais si on revient sur le sujet de l'inflation des actifs, sur un actif, encore une fois, très déflationniste, très limité. Je rappelle que 21 millions d'unités vont être créées. Oui. Les derniers en 2140, nous ne serons plus là. 18, presque 19 millions d'unités ont déjà été créées. Il n'en reste donc que 2, dont la moitié, 1 million, seront créés dans les 4 années à venir. Donc vous avez une forme de corner implicite à cet algorithme qui est la création de Bitcoin, qui fait qu'on va avoir de plus en plus de volatilité. Et la logique voudrait que le prix continue de s'apprécier et j'allais dire presque augmente géométriquement sa valeur. Alors,
on n'est sûr de rien sur ce type de processus. Mais on parle de bulle, oui, par construction, on est dans quelque chose qui crée une bulle par nature, j'allais dire. Et ça prend d'autant plus de relief qu'on est face à des références, des ancrages de valeurs que sont nos monnaies souveraines traditionnelles, qui, elles, sont créées abondamment. Parce que le vrai sujet dont on parle c'est la valeur de la monnaie dans des politiques monétaires très, comment dirais-je, inflationnistes. Donc, par contraste, Bitcoin, évidemment, voit sa valeur s'apprécier. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de grandes fortunes de smart money, de hedge funds aux États-Unis mettent des petits pourcentages maintenant, parce qu'on a sur quelque chose en même temps de très décorrélé par rapport aux actifs traditionnels, ce qui d'ailleurs était beaucoup moins vrai l'année dernière, pour preuve qu'il y a une forme de, comment dirais-je, d'institutionnalisation de Bitcoin en tant que nouvel actif. Voilà. Donc ça, c'est sur l'aspect rareté. Après, il y a énormément de choses à dire sur les actifs numériques en général. Mais bien sûr, je sais, Yves, on prendra le temps d'une émission complète, peut-être, mais qu'est-ce que vous entendez comme bêtise là, qu'il ne faut pas laisser passer encore sur le Bitcoin et sur les cryptos ? Alors, bêtise alors je devrais dire de façon un peu plus polie, oubli, c'est-à-dire qu'il y a une vraie proposition. On parle du phénomène de rareté, alors on y croit pas, peu importe, mais il y a aussi la vraie proposition, la vraie valeur, justement, de la création de quelque chose qui est unique, nouveau, qui est la création d'un système de paiement et de transfert de valeur instantané, sécurisé, qui est la blockchain Bitcoin, et qui fonctionne depuis 12 ans. Quoi qu'on dise, on peut dire ça va trop vite, ça va s'écrouler. Enfin, je vous engage tous à regarder les performances de Bitcoin. Ça fonctionne et ça fonctionne dans sa réalité de façon totalement décentralisée, sans organe. Ça, c'est assez révolutionnaire. Et du coup, les gens comprennent mal. Mais ça fonctionne et c'est une vraie... À l'image, je pourrais dire qu'Internet a une vraie valeur. On a créé un protocole qui a une vraie valeur. Alors, ça ne cote pas en bourse, mais c'est une vraie valeur. Et moi, j'apparente cette nouvelle révolution qu'apporte Bitcoin un peu à ça. Et ça, il faut le rajouter à l'aspect effet rareté, etc. Et on peut jouer la blockchain, la valeur de la blockchain autrement qu'à travers les cryptos. Absolument. Et c'est ça le... Absolument. Et d'ailleurs, dans le monde industriel, beaucoup de nombreuses blockchains s'installent. D'ailleurs, on n'en parle pas parce que c'est pas spectaculaire comme l'ascension des prix de Bitcoin, mais ça existe aussi dans la vraie vie. Ça nous ramène à Carrefour. Je me souviens d'un communiqué Carrefour, je crois, il y a 1 an ou 2, évoquant la blockchain, l'utilisation de la blockchain dans la gestion de ses stocks ou de la logistique. Ou je ne sais plus. Logistique, stock est une grande source. C'était la grande époque, ça devait être l'année Nabila, donc c'était quoi, 2017, c'est ça 2017, et donc blockchain, il fallait placer les mots-clés blockchain à peu près dans tous les communiqués, et je me souviens que Carrefour, entre autres, avait réussi à placer blockchain dans ses communiqués. On restera sur cette petite note crypto pour ce soir avec Carrefour, ça nous permet de rappeler que Carrefour a été la vedette du jour avec cette proposition amicale de rachat du Canadien Couche-Tard. Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Merci. Virginie Robert, présidente de Constance Associés, Yves Maillot, président de YAM Capital, et Christophe Barraud, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du soir, c'est le thème des flux de marché, des flux qu'on observe notamment à travers l'industrie ETF. Et Régis Bourget est à mes côtés pour évoquer ces phénomènes de flux ETF. Vous êtes responsable de la vente ETF et de l'indexing pour l'Europe francophone chez Lyxor. Bonsoir et bienvenue Régis. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver pour faire avec vous le bilan de l'année 2020. Oui. Quand on regarde les flux ETF dans leur ensemble, comme vous les regardez chez Lyxor, quels sont les grands enseignements de l'année 2020 à travers les temps forts qu'on a pu connaître et observer ? Alors plusieurs remarques. D'abord, très grande résilience en fait du marché ETF, qui a encore collecté un montant assez important, 89 milliards d'euros en 2020. Donc assez proche de ses plus hauts, puisqu'en 2019 c'était un peu plus de 100 milliards d'euros. Ouais. Voilà. Donc ça c'est pour les ETF de droit européen, c'est ça, voilà, Régis. On circonscrit comme ça, voilà. Très bien. Mais c'est la même tendance partout dans le monde, de toute façon. Et en Europe, donc on a cette très grande résilience, y
y compris dans la phase de baisse qu'on a eue au premier trimestre. Ouais. Donc à peu près 11 milliards de décollecte au premier trimestre, et puis ensuite 100 milliards de collecte tout le reste de l'année. Quand vous dites résilience, ce qui est intéressant et ce qui est assez contre-intuitif, je trouve, c'est que ce sont des instruments quand même qui permettent de s'exposer très très rapidement ou de se désexposer très rapidement. Oui. Vous dites en fait dans la baisse ça décollecte moins et dans la hausse ça collecte plus. Exactement, tout à fait. On peut, par exemple, sur les ETF obligataires, il y a eu de très très grosses sorties au premier trimestre. Ouais. Et en fait, les ETF ont moins décollecté que des sorties de tous les fonds obligataires. Ouais, par je exemple. comprends. Et les ETF ont moins décollecté. Ah ouais. Voilà. Les sorties étaient plus importantes ailleurs sur d'autres produits obligataires que les tout à fait, ETF. sur les fonds, sur des fonds traditionnels. En revanche, dans la phase de redémarrage, de rebond du marché, effectivement, l'ETF est un produit d'exposition, donc on a eu beaucoup de collectes. Et puis encore plus une accélération tout au long de l'année, et notamment à partir de novembre. Bon, on a bien la grande tendance, effectivement, qui a suivi le temps pandémique, on va dire ça comme ça. Régis, derrière cette grande tendance, et donc une année de résilience et de collecte quasi sur les niveaux records pour les ETF européens, il y a le thème de l'ESG. Oui, 2020 a été l'année de l'ESG qui se reflète forcément à travers les flux ETF que vous avez pu observer. Exactement. En fait, ce qu'on peut voir dans le marché des ETF, c'est une énorme rotation des indices traditionnels, donc des ETF qui traquent des indices traditionnels, vers des ETF qui traquent des indices ESG. Ouais. Voilà. Donc les ETF ESG ont représenté plus de la moitié de la collecte en 2020, avec donc une tendance qui s'accélère d'année en année, mais qui a été très très forte en fait en 2020. Alors on peut, voilà, il y a beaucoup d'explications. Il y a le fait effectivement que ces indices ont été plus résilients, ont moins baissé dans la baisse, ont mieux performé dans la hausse. Voilà. Il y a moins de volatilité dans le thème ESG, on va dire ça comme ça. Pour les investisseurs, surtout pour les investisseurs de long terme, donc qui cherchent des expositions qui sont résilientes à long terme, ces ETF ESG présentent beaucoup de valeur. Et donc les mouvements, on peut dire que les mouvements en 2020 ont favorisé cette rotation. Ouais, je comprends. Voilà. Et vous dites bien c'est une rotation. Qui sont les investisseurs ? Est-ce que ce sont des investisseurs différents qui utilisent l'outil de la gestion passive pour s'exposer aux thématiques ESG ? Parce que vous l'avez dit, ce sont des thèmes de long terme. Généralement, la gestion ISR, ESG, on nous dit que ce sont des investisseurs qui ont des horizons de temps parfois un peu plus longs que d'autres intervenants de marché. Est-ce que... Oui, mais les ETF ESG aujourd'hui intéressent tous les investisseurs, que ce soit les investisseurs institutionnels, les investisseurs particuliers, tout le monde est intéressé par ces ETF ESG. Donc, quand vous dites rotation, il y a eu de la rotation de la part surtout des investisseurs institutionnels. Ouais. Mais ça veut dire qu'ils vendent quelque chose pour faire de la place pour les ETF ESG. Voilà, donc ils vont pouvoir vendre des produits qui sont parfois indexés sur des indices traditionnels, mais ça peut être aussi d'autres fonds pour aller sur des ETF ESG. Voilà. Et puis il y a aussi de la collecte nette sur les ETF ESG et qui viennent de tous les segments du marché. Oui, bien sûr. Donc la moitié de la collecte s'est faite en ESG, si je résume les choses pour 2020. Et la collecte ESG était 2 fois plus importante l'an dernier que l'année précédente, si j'ai bien retenu vos données, les données Lixor, Régis. C'est quoi la prochaine étape ? Maintenant que l'ESG est en train de se démocratiser du particulier aux institutionnels, les instituts sont déjà présents sur ce marché-là depuis longtemps, c'est quoi les prochaines étapes ? Alors ce qu'on peut voir en fin d'année, c'est l'engouement pour les ETF climatiques maintenant. Donc c'est le plus spécifique alors. Voilà, c'est le E de l'ESG. Et notamment avec la nécessité pour les investisseurs de dévoiler les températures de portefeuille. Bien sûr. Donc les températures de portefeuille, là vous avez besoin de produits qui vous permettent de vous exposer aux différentes zones géographiques, aux différentes classes d'actifs, mais en limitant la température du portefeuille et en investissant dans des entreprises, que ce soit au travers d'actions ou d'obligations, mais qui ne vont pas émettre du carbone au-delà de, traditionnellement c'est 1,5 degré. Donc là, il y a un énorme effet de la régulation. Bien sûr. Et puis également de la performance, ça c'est clair.
Donc ça, c'est voilà, on a vu 2 milliards d'euros en fin d'année qui sont rentrés sur les ETF obligataires et actions climatiques. Donc indice large climatique ou obligataire, par exemple, au travers des green bonds. Au-delà du thème ESG et du thème climatique associé, plus généralement, c'est la gestion thématique qui intéresse aussi beaucoup vos clients à travers les ETF thématiques. C'est vrai que ça fait quelques années, une paire d'années qu'on voit apparaître des maisons spécialisées dans la gestion thématique. L'industrie des ETF reflète évidemment le monde des marchés et donc c'est l'émergence des ETF thématiques. Exactement. Il y a quelques années, on parlait beaucoup du smart beta, par exemple. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Alors, on en parle moins. Il y a eu quand même un petit peu de collecte. Il y a eu de la collecte en 2020 sur le smart beta, notamment au travers de la value, par exemple. Mais la grande tendance aujourd'hui, ce sont les ETF thématiques. Voilà. Ces ETF permettent de s'exposer à des thématiques qui sont parfois des thématiques ESG, je pense par exemple aux nouvelles énergies, ou à des thématiques spécifiques qui peuvent aussi avoir des critères ESG, mais la technologie, l'économie digitale, les nouvelles mobilités, voilà. Tout ça, tous ces trends qui sont dans le marché, et on le voit au travers de certaines valeurs qui ont eu des progressions extraordinaires, mais l'ETF permet une diversification. Ouais, je comprends, Il permet de ne pas être exposé à une seule valeur ou aux principales valeurs. Par exemple, on sait que dans le Nasdaq, les GAFAM représentent presque la moitié du Nasdaq. Donc, c'est des indices qui sont très concentrés. Donc, on cherche de la diversification. On cherche à capter tout le trend au travers de toutes les valeurs, y compris pas seulement des large caps, mais aussi des mid caps, des small caps, pour arriver à capturer cette tendance. Ouais, ça permet de sortir des phénomènes de concentration autour d'un groupe de valeurs, de bulles, autour de groupes de valeurs qui prennent des poids considérables dans les indices traditionnels. Je voulais finir, vous l'avez dit d'un mot, vous avez parlé de la value, mais voilà, est-ce que depuis le 9 novembre, l'arrivée des vaccins, la séquence de rattrapage cyclique, de la partie cyclique des marchés, est-ce que vous le retrouvez à travers les flux ETF que vous pouvez observer? Est-ce qu'on peut aller dans une granularité assez fine? Est-ce que le thème de la réouverture des économies, c'est un thème qui transparaît dans les flux de collecte des dernières semaines et des derniers mois, Régis? Oui, bien sûr. Alors, sur les ETF actions, clairement, on a une réexposition aux ETF actions monde, parce que déjà, on a une reprise mondiale. Et puis, quand on va un petit peu dans la granularité par pays, c'est vrai qu'on en retrouve un petit peu plus sur l'Asie, sur l'émergent, que sur l'Europe ou sur les États-Unis, par exemple. Voilà, donc ça fait partie des flux qu'on voit. Sur les ETF obligataires, on voit de plus en plus de flux sur l'inflation. Donc là, on est aussi sur cette reprise économique, quantification des courbes, voilà. Et donc les investisseurs cherchent des produits également pour s'exposer sur l'inflation, sur les anticipations d'inflation. Bon, le thème de la reprise, de la réouverture des économies, qui reste pour l'instant le thème principal en ce début d'année sur les marchés. L'ESG étant un thème, un supra-thème, voilà, qui transcende toutes les thématiques de marché. La logique ESG est de plus en plus générale aujourd'hui chez les investisseurs. Merci beaucoup, Régis. Merci d'avoir été avec nous pour nous apporter ces enseignements de l'année 2020 en matière de flux d'investissement, de flux de marché à travers l'industrie des ETF que vous représentez. Vous êtes responsable de la vente ETF, je le rappelle, pour l'Europe francophone chez Lyxor, un des leaders du marché. Régis Bourget qui était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se quitte là pour ce soir et on se retrouve demain en direct évidemment à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.